Écoutez, nous avons parlé des motos à vapeur, qui à mon avis étaient les premiers deux roues propulsés non pas par la force des muscles humains, mais par une force extérieure, des motos à vapeur. Aujourd'hui, nous allons passer aux motos électriques. Je pensais que ce serait aussi une idée simple, parce qu'en fin de compte, l'électricité, comme on m'a appris à l'école, et sûrement la plupart d'entre vous le savaient aussi, que tout a essentiellement commencé avec Alessandro Volta, vers l'an 1800, qui a en quelque sorte découvert, inventé les piles électriques de Volta. Cependant, lorsque j'ai commencé à examiner le sujet de plus près, il s'est avéré que nous devons remonter environ 2000 ans en arrière. En 1936, près de Bagdad, un archéologue allemand, Michi Koenig, a découvert ce qui semblait n'être qu'une simple amphore à vin, une modeste bouteille, qui a en quelque sorte révolutionné la pensée humaine et notre connaissance sur la question de savoir depuis quand l'humanité utilise l'électricité. Il a découvert une telle bouteille, qui a été datée d'environ 500 ans avant notre ère, et à l'intérieur, il n'y avait en fait aucun reste ni de vin, ni de vinaigre. Je ne sais pas ce qu'il pouvait encore garder d'autre dans de telles bouteilles, il n'y avait qu'une plaque de tôle enroulée, et même en cuivre, un morceau de fer, tout était recouvert, tout était immergé dans du vinaigre. D'ailleurs, ce n'était pas de l'acier, mais du fer. Parce que l'alliage fer-carbone, je pense que les gens l'ont inventé un peu plus tard, mais peut-être de l'acier, tout était immergé dans du vinaigre et bouché avec de la poix. L'archéologue a alors supposé que c'était peut-être tout simplement une batterie, ce qu'on appelle aujourd'hui un accumulateur. Il a été ridiculisé, on disait que ces théories étaient des élucubrations, et elles seraient probablement tombées dans l'oubli si, dans les années 60, on n'avait pas découvert plusieurs autres bouteilles de ce type. De plus, il s'est avéré que dans ces environs, les orfèvres locaux utilisaient, depuis on ne sait quand, des dispositifs très similaires qu'ils fabriquaient eux-mêmes. En effet, le vinaigre était disponible partout, tout comme les amphores en argile, le goudron, etc., le cuivre et l'acier. Et à quoi cela leur servait-il? Eh bien, à dorer par galvanisation des éléments moins chers. À l'époque, ils ne savaient probablement pas, en fait c'est certain, qu'il s'agissait d'électricité, que les gens utilisaient des phénomènes chimiques. Comment en sont-ils arrivés à la conclusion que cela fonctionnerait? Difficile à dire. Cependant, 500 ans avant notre ère, l'électricité était déjà utilisée et des piles étaient fabriquées, mais on ne savait pas que c'était des piles, ni que c'était du courant électrique. Néanmoins, tout fonctionnait d'une manière ou d'une autre, et de plus, il est aujourd'hui très facile de reproduire une telle expérience. Beaucoup de gens reproduisent cela, et c'était en fait les toutes premières piles construites. En fait, ce n'était même pas encore la Perse, mais plutôt la Mésopotamie. Donc en Mésopotamie, à part des actions de type galvanique, ces sources de courant ne servaient en principe à rien d'autre, mais elles servaient tout de même. Et cela, on peut véritablement le considérer comme les tout premiers, disons, les travaux fondamentaux et initiaux sur le phénomène du courant électrique. En Europe, en principe, le courant électrique était inconnu, sauf bien sûr si l'on compte les éclairs, qui de temps en temps frappaient quelqu'un assez violemment, mais personne ne les associait encore au courant électrique, car il n'y avait pas encore de conscience que quelque chose comme le courant électrique existait. Bien que, il faut le mentionner, les anciens Grecs et les philosophes grecs parlaient déjà des atomes, disant que le monde est composé d'atomes, mais à l'époque, ils ne savaient probablement pas encore qu'il existe aussi des noyaux atomiques, des électrons qui vibrent, produisent du courant, et ainsi de suite. En tout cas, on parlait déjà un peu des atomes, mais personne n'a su, pour ainsi dire, relier cela en un tout logique, ni utiliser ce savoir dans la pratique. Aux alentours de l'an 1000, plus précisément en l'année 1663, Otto von Guericke, je crois que ça se prononce ainsi, a construit un appareil ingénieux composé d'une sphère de soufre qu'il frottait avec application, et il s'y produisait alors quelques étincelles visibles et audibles. En réalité, bien plus tôt, déjà dans l'Antiquité, on avait découvert que si l'on frotte un bâton d'ambre avec un chiffon dans l'Antiquité, aussi bien les chiffons que l'ambre étaient déjà bien connus, il se produit alors une petite étincelle électrique.
C'est-à-dire, personne ne savait que c'était une étincelle, ni qu'elle était électrique, mais on remarquait simplement qu'il se passait quelque chose d'étrange. En revanche, cette première machine, celle de ce chercheur allemand de l'an 1663, peut être considérée comme le tout premier appareil électrostatique. Il faisait simplement tourner la boule de façon régulière, probablement à l'aide d'une manivelle, elle s'électrisait et un courant en était d'une certaine manière généré. Elle servait bien sûr à s'amuser. Je dirais qu'à l'origine, elle ne servait à rien de plus en particulier, mais en l'an 1705, cet appareil a été considérablement perfectionné. La boule de soufre, qui était l'élément principal, a été avantageusement remplacée par une sphère en verre, cette dernière étant soigneusement remplie de vapeur de mercure. Et à l'intérieur, l'air était très raréfié. Et maintenant, cette sphère, lorsqu'on la frottait, faisait que si quelqu'un la touchait avec la main, on pouvait observer à l'intérieur des éclairs lumineux. Et c'était en fait la première véritable machine électrostatique un peu plus avancée. C'est à partir de là que les gens ont commencé à se demander ce qu'on pouvait en faire et à quoi elle servait. Et ici, parlons un instant, je dirais, des cuisses de grenouille. Parce que si l'on pouvait déjà électrocuter légèrement un doigt humain avec cette machine, un certain Galvani en 1786 a commencé à piquer à l'aide de cette machine électrostatique des cuisses de grenouille avec des fils sous tension qui, eh bien, se contractaient tout simplement. Cette expérience a été une étape cruciale. Il a alors élaboré la théorie de l'électricité animale car on ne savait pas encore vraiment ce qu'était le courant électrique. Cependant, il ne reliait pas cela à la sphère, mais pensait plutôt que cette énergie était stockée dans les cuisses de grenouilles, lesquelles transmettaient ensuite cette énergie à la sphère électrostatique. La théorie s'est avérée, je dirais, pas tout à fait exacte, même s'il y avait peut-être un fond de vérité, car les cuisses de grenouilles n'ont finalement trouvé aucune application pratique. En revanche, cette sphère, ou plus précisément les travaux fondamentaux de Galvani, ont véritablement servi de point de départ essentiel à la création du tout premier condensateur, la fameuse et emblématique bouteille de Leyde. Certes, cet instrument n'était pas non plus particulièrement utile, c'est-à-dire qu'il n'était pas adapté à des fins pratiques, mais il procurait beaucoup de divertissement lors de diverses démonstrations. En l'année 1745, le célèbre prêtre français, du nom d'Antoine Nollet, a réalisé une telle démonstration scientifique impressionnante pour le roi de France. Il a aligné environ 240 ou 50 gardes à charger à fond cette machine électrostatique, une machine véritablement puissante et innovante pour l'époque, puis il a connecté toute cette impressionnante rangée de 240 gardes à la machine. Et ce fut un grand amusement, un spectacle vraiment mémorable, car tous ont reçu une secousse électrique en même temps, une expérience collective et surprenante. On peut dire que c'était en quelque sorte la toute première utilisation amusante et divertissante d'un condensateur, un événement historique et ludique. Sauf que ce n'était peut-être pas à des fins pratiques, mais plutôt pour amuser les gens. Cependant, la même année, c'est-à-dire précisément en 1752, un certain et très ingénieux Benjamin Franklin a brillamment capturé l'électricité d'un éclair, un phénomène naturel puissant, dans une bouteille de Leyde, donc en réalité dans un condensateur rudimentaire, et il a ainsi de manière irréfutable prouvé que la foudre est en fait un courant électrique, une forme d'énergie, et que fondamentalement, tout cela pouvait servir à quelque chose d'utile et de très concret pour l'humanité. Ces travaux ont également montré qu'il n'est pas vrai que le courant électrique provient du courant animal, mais qu'il s'agit d'un phénomène physique normal, qui se produit aussi dans la matière inanimée, ce qui, à l'époque, était une certaine nouveauté. Cela a cependant conduit à un intérêt beaucoup plus grand des gens pour le courant électrique. Ici, nous revenons à ce que j'ai dit au début, donc, c'est-à-dire à Volta, Alessandro Volta, qui a créé la première pile chimique, et en principe, les batteries électriques modernes fonctionnent selon le même principe, le même processus chimique. Alessandro Volta, en tant qu'inventeur de la toute première batterie électrique, est entré de manière significative dans l'histoire, mais ce n'était pas sa seule découverte importante et cruciale pour le développement de l'automobile.
C'était en effet un homme curieux du monde, qui s'intéressait à de nombreux domaines. En 1776, à la frontière entre la Suisse, la France et l'Italie, dans des marécages, il a capturé du méthane dans un sac, l'a légèrement purifié et a prouvé qu'avec une étincelle électrique produite par ses batteries, il était possible de provoquer l'explosion de ce méthane. Bon, pour l'instant, moi, ce n'étaient que des travaux purement théoriques, mais vous savez, quand il y a un gaz explosif et une étincelle électrique, on commence déjà à s'approcher de l'ère des moteurs à combustion interne, c'est-à-dire ceux que nous connaissons aujourd'hui. Parce que les moteurs à vapeur sont des moteurs à combustion externe, et les moteurs électriques, je dirais que la combustion a lieu dans les centrales électriques. En revanche, tous ces moteurs à piston qui équipent aujourd'hui les véhicules sont justement des moteurs à combustion interne. Quant à ces travaux et au gaz naturel, qui a également été utilisé pour faire fonctionner des moteurs à combustion, nous en parlerons à une prochaine occasion. Pour l'instant, contentons-nous de dire qu'il existait déjà une batterie électrique qui, plus ou moins bien, savait stocker ce courant. Maintenant, il faudrait parler de la chose suivante, c'est-à-dire du moteur électrique. Il a été créé sur le principe fondamental de l'inversion d'une autre machine électrique bien connue, à savoir la dynamo, un dispositif essentiel. En 1832, un Français nommé Pixii, je crois que c'est ainsi qu'on le prononce, a construit un appareil que nous appelons aujourd'hui une machine magnétoélectrique, ou pour faire court, une magnéto. Elle produisait un courant assez faible, car les aimants permanents ne sont pas vraiment adaptés à cet usage. En revanche, une véritable révolution dans la production d'électricité et, plus généralement, dans le développement des moteurs, a eu lieu en 1866, lorsque Siemens a inventé le générateur dynamo-électrique que nous appelons tout simplement la dynamo. Un appareil que l'on peut encore trouver aujourd'hui sous sa forme la plus simple sur les vélos. Ici, le champ magnétique est généré par des électroaimants qui sont alimentés par le courant qu'ils produisent eux-mêmes. Autrement dit, il suffit de faire tourner quelque chose pour que cet appareil fonctionne, comme je l'ai dit, exactement comme sur les vélos. Cependant, puisque les moteurs à vapeur existaient déjà, puisqu'il y avait déjà quelque chose pour faire tourner, c'est-à-dire un appareil capable de tourner, il était donc logique que, peu de temps après, apparaissent, pour ainsi dire, des dispositifs, des générateurs d'électricité, des centrales électriques, et ainsi de suite. Le premier, c'était en 1831, je crois. Il a relié une batterie d'un tout autre type, du genre de celle de Volta, à un moteur électrique, et il naviguait sur une rivière avec un petit bateau, en propulsant ce bateau grâce à l'appareil qu'il avait construit. On peut donc considérer qu'autour de 1830, les premiers moteurs électriques sont apparus, pas encore parfaits, mais fonctionnels. En revanche, en 1831, le disque de Faraday était en fait un moteur électrique qui fonctionnait mal. Mais lorsque les commutateurs sont apparus, qui ont été inventés et découverts comme, disons, des balais transmettant ce courant en 1837, l'Américain Davenport a attelé un moteur électrique à une machine-outil. Il est difficile de dire ce qu'il usinait là-bas, du métal ou du bois. En tout cas, le tout premier appareil électrique doté d'un moteur électrique fonctionnait déjà en 1837, et plus tard, en 1881, des tramways électriques circulaient déjà dans les rues de Berlin, marquant une étape importante dans l'histoire des transports urbains. En effet, il y avait des génératrices, il y avait des moteurs, il y avait la machine à vapeur, et tout cela réuni a tout simplement permis le fonctionnement normal du courant électrique. Il était également difficile d'imaginer qu'on ne tenterait pas d'installer un moteur électrique dans des véhicules, des voitures et des motos. Et ici, je dois peut-être pas vous inquiéter, mais plutôt vous surprendre un peu, en disant que les tout premiers véhicules les plus rapides et les plus performants de l'histoire de l'humanité étaient justement des voitures électriques. C'est en 1898, je crois, qu'un record de vitesse en voiture a été battu, atteignant environ 102 km à l'heure. Et bien sûr, c'était une voiture électrique, car les voitures à essence n'étaient absolument pas adaptées à cela à l'époque. Apparemment, le tout premier, cependant, ce ne sont que des rumeurs, car il n'existe pas beaucoup de documentation à ce sujet.
On dit que la première moto électrique roulante aurait été construite en Écosse par un certain Robert Anderson et aux États-Unis par Davenport. En 1835, il paraît que certains véhicules électriques, les tout premiers prototypes, circulaient déjà sur les routes, mais il ne reste malheureusement, je dirais, aucune documentation sérieuse et fiable à ce sujet précis. En revanche, le développement des véhicules électriques a été grandement favorisé par l'invention de la batterie au plomb acide, que nous connaissons pratiquement sous une forme presque inchangée jusqu'à aujourd'hui, et justement par le moteur à commutateur. Le premier véhicule de ce type a circulé, je crois, en 1869, et il était justement basé sur ce type de batterie et un moteur à commutateur. Il ne roulait pas très vite, jusqu'à 15 km à l'heure. Son autonomie était de 45 km. D'ailleurs, ce n'est pas beaucoup moins que les véhicules électriques modernes, sauf qu'à l'époque, la batterie pesait presque 50 kg, et comme je l'ai dit, il roulait à 15 km à l'heure. À cet égard, il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, un très grand progrès. Quoi qu'il en soit, à la fin du 19e siècle, les véhicules électriques circulaient déjà dans de nombreuses capitales européennes, à Berlin, Moscou, Paris, à New York, tandis que les véhicules automobiles à combustion étaient, on peut dire, à l'état larvaire. En revanche, lorsque le lobby, pour ainsi dire, le lobby pétrolier s'est un peu mieux organisé, c'est en fait comme si, à la fin du 19e siècle, il y avait beaucoup de véhicules électriques en circulation. Mais en 1910 ou 1915, ils circulaient déjà presque plus du tout. En effet, tous ces véhicules avaient un défaut fondamental qu'ils ont d'ailleurs encore aujourd'hui, à savoir l'autonomie. Comme on le sait, on ne peut pas vraiment tirer beaucoup d'électricité d'une batterie. Et ce qui était le problème des véhicules électriques au XIXe siècle l'est en fait encore aujourd'hui. À cet égard, malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose ici. En revanche, le tout premier motocycle électrique de l'histoire, on pourrait dire qu'il ne roulait pas vraiment, mais le premier véhicule électrique présenté, c'était un brevet déposé en 1869 en France. Joseph Marie, il s'appelait probablement ainsi, a présenté un travail théorique de ce type. Il y avait des dessins, certains ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Il a déposé cela à l'Office des brevets. Cependant, il semble que ce véhicule n'ait jamais été, pour ainsi dire, amené même au stade de prototype, c'est-à-dire à l'étape d'un véhicule roulant. En revanche, le tout premier véhicule électrique roulant de l'histoire fut sans aucun doute le tricycle innovant de Gustave Trouvé, officiellement présenté à Paris le 19 avril 1881, un engin qui fonctionnait d'une manière ou d'une autre, plus ou moins bien, mais qui marqua une étape significative dans le développement des transports électriques. En revanche, les motos électriques ont suscité encore beaucoup moins d'intérêt auprès des consommateurs que les voitures électriques, et en principe, personne ne s'y intéressait vraiment, ou du moins, très peu de personnes ont montré un réel enthousiasme pour cette technologie émergente. Ça, comme je l'ai dit, les idées de motos électriques sont mortes, certainement vers la période de 1910 à 1915, même si ce n'est pas tout à fait vrai, car en fouillant dans les vastes profondeurs d'Internet, j'ai trouvé une entreprise britannique qui produisait des motos électriques, je crois, de 1920 à 1942, et il s'agissait bel et bien de motos électriques. Cependant, à cette époque, c'était déjà devenu une affaire tellement de niche, tellement spécifique et marginale, que, pratiquement personne ne s'y intéressait vraiment de manière significative. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle, avec l'émergence progressive et l'influence grandissante du lobby électrique, et en même temps l'épuisement progressif et inéluctable des réserves mondiales de pétrole, que les populations et les industries ont été contraintes de chercher activement d'autres sources d'énergie viables et durables pour alimenter leurs véhicules et leurs systèmes de transport. Et on est revenu aux véhicules électriques qui, avaient été oubliés pendant de nombreuses décennies et qui, bien sûr, présentent eux aussi certains inconvénients. Et je me dis que, tant que nous n'aurons pas inventé une sorte de minuscule pile atomique de la taille, disons, d'un paquet de cigarettes, l'électrique continuera de nous accompagner ici, malgré ses défauts, et même de toutes sortes, n'est-ce pas ?
Je pense que nous allons conclure ici notre histoire des véhicules électriques, car il s'agissait de parler de l'histoire du motocyclisme et non des années contemporaines du motocyclisme. Donc, en quelque sorte, nous avons terminé la section des motos électriques historiques sur cette triste constatation que l'autonomie ne s'est pas beaucoup améliorée.